Benvenuti ai ragazzi e agli insegnanti, benvenuti alle autorità francesi, dell'ambasciata dell'Istituto del Libro. Anche quest'anno Libri Come si apre con un'anteprima, che col Prix Goncourt, con voi che insomma avete letto alcuni libri e avete scelto qui il libro che vi è piaciuto, vi è interessato di più. Come sempre avete tutto il tempo a disposizione, ma alle 5 dovete terminare. Quindi possiamo, salutando l'ambasciatore e Philippe Claudel dell'Accademia del Goncourt, non so chi di voi prenderà la parola, possiamo cominciare questo pomeriggio, questa premiazione. Ambasciatore, prego, grazie. Buonasera, bonsoir. Je m'appelle Christian Massé, je suis l'ambassadeur de France en Italie et je suis très heureux et je dois dire aussi ému d'être ici dans ce magnifique auditorium qui, grâce à Libri Come, devient un temple de la littérature, et je remercie Madame la Présidente donc, de cette institution donc, de nous accueillir aussi chaleureusement. Donc, pour la remise de ce prix très important, le prix Goncourt des lycéens à Agnès Dessarthe pour L'Éternel fiancé. C'est un prix, le prix Goncourt du lycéen, qui s'appuie sur le prix Goncourt. Et je salue ici Philippe Claudel, qui est le secrétaire général de l'Académie Goncourt, ce prix Goncourt, qui est le prix le plus prestigieux de la littérature française et de la littérature en français tout court. Il y a eu tout d'abord un prix Goncourt du lycéen en France, qui a eu un immense succès. D'ailleurs, Philippe Claudel, qui est un de nos plus grands écrivains, a été en 2007, avec le rapport de Brocaire, lauréat de ce prix Goncourt du lycéen. Et ensuite, petit à petit, il y a eu une expansion de ce prix Goncourt dans plusieurs pays du monde, et maintenant il y a 30 pays qui organisent un prix Goncourt des lycéens. Donc c'est une formule tout à fait remarquable. Ce prix est un prix très important parce que d'abord il émane d'une institution qui est une des plus prestigieuses de la culture en français et française, et parce que aussi, bien sûr, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Et ce prix, cette année, revêt une importance encore plus grande en raison des événements dramatiques que nous voyons en Ukraine. Cette guerre atroce, d'une cruauté inouïe. Or, la littérature, c'est la liberté de se construire un imaginaire. La littérature, c'est la liberté de construire son propre jugement. Et la littérature, c'est le partage. Or, dans cette guerre, c'est la liberté et la reconnaissance de l'autre qui sont attaquées. Et donc que la jeunesse s'empare de la littérature, c'est une magnifique promesse pour le monde et pour notre humanité. Et je remercie beaucoup tous les écrivains qui sont vraiment à l'avant-garde, justement, de cette opposition à la guerre, à l'Ukraine. La jeunesse ici que nous avons dans cet auditorium, c'est celle des sections ESABAC, qui est précisément la synthèse, la meilleure représentation de ce partage entre ces deux grandes cultures, la culture italienne et la culture française. Donc c'est pour cela que ce moment est un moment très important, encore plus important. Et je remercie vraiment à nouveau Philippe Claudel d'être avec nous, parce que je sais qu'il est extrêmement pris et qu'il peut choisir. Je vous ai parlé de 30 pays, mais donc il a choisi l'Italie, et c'est un immense écrivain depuis les âmes grises jusqu'à l'archipel du Chien. Et très heureux que ce soit Agnès Dessarthe
qui est justement une écrivaine en prise avec la jeunesse et dans laquelle la jeunesse s'incarne, et qui soit la lauréate de ce prix. Et donc, c'est une très belle édition que celle de 2022, mais c'est une édition, comme je l'ai dit, qui a encore plus de sens. Et ce message que nous apporte la littérature, c'est un message que vous devez emporter toujours avec vous. C'est le message de la liberté. Merci à tous. Bonjour à tous. Avant toute chose, je voudrais vous remercier d'être aussi nombreux. Je voudrais remercier les professeurs pour leur travail remarquable auprès des élèves et surtout les élèves qui sont venus très très nombreux de toute l'Italie pour ce prix. Sans plus tarder, permettez-moi d'introduire et d'accueillir Agnès Desartes, donc l'écrivaine qui a été vainqueur de ce prix Goncourt Scelta dell'Italia. Agnès. Et le secrétaire général de l'Académie Goncourt, M. Philippe Claudel, s'il vous plaît. Monsieur Philippe Claudel, il vous revient de commencer, et ensuite vous donnerez la parole à Madame Agnès Desartes, s'il vous plaît. Avec plaisir. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci à Monsieur l'ambassadeur, cher Christian Massé, merci à la présidente de ce beau festival de livres, merci à l'Institut français et à toutes ses équipes qui rendent ce prix possible, et merci bien sûr à tous les professeurs et à vous, lycéennes et lycéens, d'avoir été engagés, entraînés dans cette aventure du prix Goncourt Choix de l'Italie. Monsieur l'ambassadeur en a déjà parlé, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais c'est vrai que c'est un grand plaisir pour l'Académie que je représente de parrainer tous ces choix Goncourt de l'étranger, qui associent maintenant une trentaine de pays, les derniers en date à nous rejoindre étant l'Ouzbékistan, le Niger, l'Irlande, le Portugal, à cette grande aventure de lecture de la littérature française contemporaine, des auteurs, femmes et hommes, vivant aujourd'hui dans ce monde qui est le nôtre, dans ce monde effectivement bouleversé, traumatisé, les écrivains qui sont en quelque sorte des sismographes, qui enregistrent les tremblements de l'intime, mais aussi les tremblements qui agitent notre société, notre monde. L'Académie Goncourt fait tout, donc, quand cela lui est possible, pour faire en sorte que cette littérature française soit un objet de partage. Et c'est vraiment grâce à vous, professeurs, lycéennes, lycéens, que cela a lieu, que cela est possible. Et encore un grand merci, parce qu'il n'est pas simple de lire dans une autre langue, même si vos études vous y prédisposent. Il n'est pas simple d'aller vers l'autre, mais je crois que, pour prolonger les paroles de Monsieur l'ambassadeur, c'est ce que permet la littérature, justement. La littérature permet d'aller vers l'autre, d'aller vers une autre culture, d'aller vers une autre voie, d'aller vers une autre sensibilité, de rencontrer celle et celui qu'on n'aurait peut-être pas rencontré sans les livres, et de se confronter à des questions et à un questionnement qui vont forcément enrichir notre imaginaire, mais aussi notre humanité. Les pays qui malheureusement aujourd'hui existent encore et qui sont privés de voix, qui sont privés d'expression, sont des pays finalement où les pouvoirs totalitaires peuvent s'installer, où l'information laisse la place à la désinformation, avec son lot de misère, son lot de tragédie, son lot de drames, comme nous le voyons aujourd'hui à quelques heures de chez nous. Je ne dis pas que les livres peuvent tout, mais ils peuvent au moins nous éclairer. Ils peuvent être à la fois source de questionnement, je l'ai dit, mais ils peuvent être aussi source d'espoir. Un espoir qui réside fondamentalement au cœur et au sein de l'humain. Et nous avons aujourd'hui besoin d'espoir. Nous avons tous besoin d'espoir. Les Ukrainiens, les Ukrainiennes, certes, ont besoin de savoir aussi qu'on pense à eux, qu'on les écoute, qu'on les entend, qu'on les lit, qu'on les accueille. Et la littérature ukrainienne, que je vous conseille de fréquenter quand vous avez l'occasion de trouver des livres en traduction, est une littérature aussi qui nous importe au premier chef aujourd'hui. Mais toutes les littératures nous importent, comme je l'ai dit, puisqu'elles nous font découvrir le monde sans quitter son chez-soi, sans quitter son fauteuil ou son canapé. Et c'est ça le miracle
de l'écriture. C'est ça le miracle de la littérature. Je ne vais pas parler plus longtemps, je voulais simplement vous dire, en présence d'Agnès de Sarthe, que je suis très très heureux qu'elle soit la lauréate cette année de votre choix Goncourt. L'Éternel fiancé, qui est sorti il y a quelques mois en France, est un de mes livres préférés de cette rentrée. J'avais vraiment été très heureux qu'il soit sur notre sélection Goncourt. C'est un très beau livre. Agnès de Sarthe, depuis de longues années, est un auteur important, un grand auteur français qui, dans un premier temps, s'est adressé à la jeunesse. Et elle a un fan club en France qui est considérable. Et ensuite, elle a aussi travaillé pour la littérature adulte avec beaucoup de talent et en ne se contentant pas de répéter parfois le même livre, comme le font certains écrivains, mais en essayant d'explorer des territoires qui sont toujours très différents. Je vais lui laisser la parole, je vais vous laisser la parole, c'est ça le plus important, mais encore une fois, bravo à elle et bravo à vous et merci. Maintenant, la parole est à Agnès de Sarthe. Bonjour tout le monde. Je ne savais pas que j'allais avoir la parole, alors je suis un peu, décontenancée, mais c'est pas grave. Je vais faire comme on a fait avant moi, dire merci, parce que de toute façon, c'est ce qui me vient le plus naturellement. Merci à Philippe pour les mots extrêmement touchants qu'il vient de prononcer. On peut avoir l'impression parfois, les écrivains sont des êtres très solitaires. On écrit seul et on se sent parfois seul, et on peut avoir l'impression aussi quand on est un lecteur que les écrivains ne se fréquentent pas, mais les écrivains se lisent les uns les autres et ils s'apportent beaucoup en se lisant et en étant parfois des compagnons qu'on retrouve d'année en année, et c'est quelque chose de très rassurant. Donc merci Philippe, merci Christian Massé, ambassadeur de France à Rome, de nous avoir accueillis et de permettre toutes ces belles choses qui arrivent aujourd'hui. Merci à Cécilia, merci à Claire, je ne connais pas les noms de tout le monde. Merci à vous tous dont je ne connais pas du tout les noms et dont certains ont lu le livre L'Éternel fiancé, pour lequel j'ai la joie de recevoir ce prix, qui est un prix, les prix décernés par des lecteurs qui sont des étudiants, qui soient des enfants de l'école maternelle ou des enfants de 10 ans ou des étudiants d'université ou des gens comme vous qui êtes au lycée. C'est toujours extrêmement touchant pour un écrivain. J'ai une particularité qui est peut-être un défaut, qui est que je n'ai jamais le trac dans ma vie. Vous voyez ce que c'est le trac ? Quand on a peur parce qu'on a le cœur qui bat, parce qu'on a peur parce qu'il y a un examen ou qu'on doit parler devant des gens. Moi, j'ai fait des tas de choses comme ça dans ma vie où j'aurais dû avoir peur. J'ai chanté sur des scènes, j'ai fait des tas de choses bizarres, ou des discours devant un tas de monde. Et j'ai jamais le trac. Et le seul moment où j'ai le trac, c'est quand je rencontre des enfants ou des adolescents, des jeunes gens comme vous. Donc voilà, c'est le seul moment où j'ai un petit peu le cœur qui bat et j'ai un petit peu peur. Donc ça veut sûrement dire que c'est parce que c'est plus important que tout le reste. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Merci encore d'avoir choisi. Merci à l'Académie Goncourt, bien sûr, sans qui il n'y aurait pas tout ça. Et puis merci à vous tous et aux professeurs qui vous encadrent. Merci beaucoup, chère Agnès, pour vos bons mots. Merci, le secrétaire général de l'Académie Goncourt. Maintenant, nous allons appeler la présidente du jury des membres du prix Goncourt, Giulia Penengo, pour remettre le prix à Agnès de Sarthe. Une fois la séance photo terminée, sans masque, oui, merci. On va donner la parole maintenant aux critiques. Donc, la première critique a été écrite par Nicola Aleanor de Civitanova
dans les Marques, Liceo Leonardo da Vinci. À mon avis, la grandeur de ces livres réside dans la capacité de l'auteur à faire entrer complètement le lecteur dans l'esprit de la protagoniste, qui est en conflit entre la vie qu'elle entreprend et celle inaccessible avec son véritable amour, Étienne. Le lecteur ressent les émotions de la jeune fille, ses chagrins, ses doutes, et au fil des pages, il tombe aussi éperdument amoureux de la figure d'Étienne, qui peut représenter à la fois le symbole des âmes sœurs destinées à ne pas se rencontrer, ou l'emblème de la recherche perpétuelle de quelque chose qu'on idéalise et qu'on ne sait ne jamais avoir. Dans l'histoire de chaque personne, il y a un Étienne, un élément qui nous maintient en vie en son insu, et qui, dans certains cas, n'existe que dans notre imagination, mais la seule pensée de son existence nous nourrit de joie. Agnès Desarthes a su exploiter au mieux les mots, racontant une vie comme une autre et, en même temps, unique dans sa diversité. Merci beaucoup, Nicole. Nous avons une autre critique qui sera lue par Virginia Giannino de Campani, Liceo Pubblico Virgilio Marcone. Éternel comme la musique classique. Le premier amour, celui que personne ne pourra jamais oublier, celui qui incarne la portée et l'aspect éternel de la jeunesse. C'est un amour spécial, toujours accompagné de la musique qui donne un rythme à l'histoire et qui ne s'arrête jamais, tout comme la passion. L'Éternel fiancé est un roman très conseillé aux ados, mais aussi aux adultes, parce qu'on pourrait se revoir dans un des personnages du récit, puisqu'il arrive souvent de tomber amoureux d'une personne et de regretter de ne pas avoir agi d'une certaine manière, comme dans le cas de la narratrice qui s'y repent d'avoir jeté les bébés avec l'eau du bain. En plus, c'est une histoire qui se lit facilement, le style étant fluide, grâce à l'utilisation fréquente des dialogues, bien que dans certaines parties la lecture soit très lente, en raison d'un récit qui ne suit pas un seul fil rouge. L'aspect le plus intéressant est la présence fréquente de repères culturels de toutes sortes, littéraires dans le cas de la Divine Comédie ou bien de Shakespeare, quand la narratrice définit sa famille comme Capulet, parce qu'il était le monde et son regard demeurait comme myope au reste de l'univers, ou encore des références musicales dans le cas des musiciens classiques. Merci beaucoup, Virginie. Nous avons une dernière critique avant de passer aux questions, donc celle de Vittoria Grant de Sicilia. L'Éternel fiancé est un roman qui analyse avec soin et délicatesse la solitude, la folie née d'un amour malade, la peur de rester seul. Mais surtout, l'auteur, Agnès Desarthes, raconte méticuleusement le moi le plus profond, en mettant en lumière les vérités que nous nous cachons, incapables de prendre acte de la réalité et de l'accepter. Le roman est une invitation à se confier, à prendre un moment pour parler à soi-même et aux autres, à demander l'aide sans avoir honte. Trouver la force de se relever et de reconnaître sa maladie est déjà une victoire. À petits pas, nous pouvons redevenir amis de nous-mêmes pour vivre la vie en écoutant la musique de notre âme. Agnès, vous voulez dire quelques mots par rapport aux critiques avant de passer aux questions ? Si toutes les critiques étaient comme ça, je serais vraiment une fille très heureuse. Alors rassurez-vous, il y a aussi des gens qui trouvent que ce livre n'est pas bien, n'est pas bon, qu'il est mal écrit, enfin j'imagine. Mais merci beaucoup, en tout cas c'est très beau de vous entendre. Je suis à la fois charmée par la diversité de vos approches et l'immense qualité de votre expression, qu'elle soit écrite ou orale. C'est tellement difficile de s'exprimer dans une langue étrangère, d'arriver à dire ce qu'on veut, et après d'arriver à lire tout simplement un texte et de se faire comprendre. Donc merci pour ces critiques qui sont très émouvantes pour moi et d'avoir eu le courage de les lire aussi.
Merci à tous. On peut passer aux questions. Très bien. Merci à tous, effectivement, pour la qualité de vos interventions et la qualité de votre expression, aussi bien écrite qu'orale. Je crois qu'il faut vraiment le souligner. Ce n'est pas votre langue maternelle pour la plupart. Donc, chapeau bas à tous. Nous allons donner la parole maintenant à Sofia Vicarucci de Bologne, Émilie-Romagne, Liceo Galvani, pour une question. Bonjour à tous, voici ma question. Pourquoi choisir de ne pas mentionner le prénom de la protagoniste? Merci pour ta question. C'est pas une question à laquelle il est facile de répondre parce que je n'ai pas choisi. Et pour preuve, quand j'ai terminé le livre, mon éditeur m'a demandé si je pouvais écrire un petit texte qui se situe sur la 4e de couverture, l'espèce de résumé qu'il y a sur les livres, vous voyez. Et pour commencer à écrire ce texte, je me suis dit, il faut que... alors, comment elle s'appelle déjà? Voyons. Alors, j'ai cherché dans le livre, parce que je ne me souvenais plus comment s'appelait la narratrice. Mais en fait, elle n'avait pas de nom. Mais je m'en suis rendu compte vraiment une fois que le livre était imprimé. Ce qui est quand même, ce qui peut paraître assez étrange. Mais pour moi, c'était tellement évident. C'est vrai aussi que c'est un livre qui est écrit à la première personne et que moi je parle rarement en disant Agnès prend le micro pour parler aux étudiants. Agnès est assise sur un fauteuil rouge, on dit je et on ne pense plus à son prénom et il disparaît. Alors c'est vrai que même si cette narratrice n'est pas moi, le fait d'utiliser ce pronom personnel, je, ça efface d'une certaine manière toutes les autres manifestations. C'est pas plus mal finalement qu'elle n'ait pas de prénom, parce que comme le disait, c'est quelque chose qui a été dit dans les critiques, mais l'idée que c'est quelque chose d'assez universel, ce qu'elle vit, que c'est une vie à la fois banale et originale, parce qu'elle est très simple, mais qu'en même temps il y a cet univers mental, ces rêves, ces fantasmes, mais qui sont pas seulement ceux de la narratrice, mais qui pourraient être ceux de n'importe qui. Donc le fait que ce soit à la fois très personnel, parce qu'on entre dans le secret d'une âme, mais très impersonnel, parce qu'il n'y a pas de prénom, ça permet peut-être au livre de s'ouvrir. Donc je pense que c'est ce que je pourrais dire qui ressemble le plus à une réponse. Merci beaucoup Agnès. Une deuxième question de Federica Ngarda de Trapani, Sicilia, IES Rovina Salvo. Et bonjour à tous. Celle-ci est ma question. Un aspect du roman qui m'a frappé est l'origine juive de la famille de l'héroïne. Est-ce que l'aspect autobiographique a influencé la construction de l'intrigue et de l'écriture? Merci pour cette question. Il y a quelque chose de, de l'autobiographie dans ce livre, mais c'est très très mélangé, parce que les choses les plus importantes ne sont pas autobiographiques. On peut dire par exemple toute la vie de la narratrice, le fait qu'elle ait 2 sœurs, les études qu'elle fait, le métier qu'elle fait, son mari, tout ça, ça ne ressemble pas du tout à ma vie. Je ne pense pas avoir un Étienne dans ma vie, mais peut-être que si j'en avais un, je ne le dirais pas devant tout le monde. Donc, on ne sait pas. Mais il y a certains éléments, j'ai voulu jouer en vérité à tresser de l'autobiographique et du fictionnel pour voir ce que ça donnait, un peu comme on ferait une recette de cuisine et on essayerait quelque chose de nouveau. Je n'avais jamais fait ça à ce point-là. Et il y a des tas d'éléments dans le livre qui sont autobiographiques. L'origine juive de la famille, mais qui ne ressemble pas tellement à ma famille, à moi, mais cette origine-là, oui, on l'a en commun. Il y avait le lieu aussi, le lycée où se passe l'histoire au début. C'est vraiment le décor est absolument le décor de là où je suis allée à l'école. Le quartier, le type de quartier. Il y a certains personnages qui sont des personnages qui sont tirés de ma propre enfance ou de ma propre adolescence.
Donc c'est vraiment mélangé comme dans une tresse. Il y a vraiment un brin réel, un brin fiction, un brin réel, un brin fiction. Et c'était très amusant à faire, comme un mensonge innocent, un mensonge qui ferait de mal à personne, mais avec le petit frisson du mensonge. Merci Agnès, on gardera les derniers mots du mensonge innocent. Ça donne vraiment à réfléchir. Maintenant, une question de Julia Peil de Gênes, Ligurie. Bonjour, voici ma question. La musique joue-t-elle un rôle important dans votre vie, aussi bien que dans votre roman? Les tempos de la musique, celui du cœur, vont-ils de pair? Merci beaucoup. Oui, la musique joue un rôle très important dans ma vie. On a, dans ma famille, mon frère, ma sœur et moi, on a été éduqués à la musique, tous. Mon frère est devenu chanteur lyrique. Moi, il m'arrive de chanter assez souvent, et ma sœur est metteur en scène d'opéra, donc il y a beaucoup de liens avec la musique. Et mon fils aîné est compositeur. Et juste avant de venir ici, la veille de ce jour, j'étais toute la journée en répétition avec lui parce qu'on travaille ensemble, lui en tant que compositeur et moi en tant que librettiste. Donc j'écris les textes, j'écris les chansons et lui il écrit la musique. Donc la musique est très importante à travers toutes les générations dans ma famille. Et pour ce livre, j'écoute pas tellement de musique, j'écoute énormément de musique en général, mais j'écoute pas beaucoup de musique en écrivant parce que quand j'écris, je suis tellement concentrée que je n'entends plus rien. Donc ça sert à rien que la musique joue pendant que je n'écoute pas. Mais pour ce livre-là, la musique m'a vraiment guidée. Et donc ce que je faisais, c'est que je passais de longs moments à écouter sans écrire et à me mettre dans un certain état. L'énergie que me donnait la musique ensuite se déversait dans le texte. Et aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le livre, parfois, il y a des ellipses. On passe d'une chose à l'autre sans transition. Il y a comme entre deux chapitres, on quitte complètement l'univers dans lequel on était et on passe complètement à autre chose. Il y a des choses qui vont très vite, des choses qui vont lentement. Un peu comme en musique, en particulier en musique classique, on peut avoir un mouvement qui est rapide, après un mouvement lent, et entre les deux, on a l'impression qu'il n'y a pas de relation, mais en fait, il y a une relation. Et la musique, c'est un statut aussi très particulier. C'est drôle parce que j'en parlais avec mon père avant-hier. On parlait de sa famille à lui. Et c'était une famille très agitée. La famille du côté de mon père, c'était des gens que j'ai toujours connus criant. Ils criaient, ils ne savaient pas se parler sans crier. Et avec des insultes, c'était assez particulier, assez violent. Et il me disait, mais tu vois, les seuls moments où tout le monde s'entendait bien, c'est quand il y avait de la musique. Et là, plus personne ne criait. Donc peut-être que ça fait que la musique a une place très, très, très privilégiée dans ma vie. Merci. Une question maintenant d'une élève qui n'a pas pu venir, mais qui va être lue par quelqu'un d'autre. Donc, il s'agit de la question d'Elena Joséphine Nast de Naples en Campanie. Elle est là, d'accord. On m'avait donné une mauvaise information, pardon. Je m'en excuse. Bonjour. Le concept de l'éternel fiancé est-il comparable à celui de l'âme sœur? Vous pensez que chacun de nous a une personne qui lui est destinée? Merci. Ça valait peut-être le coup de venir de Naples pour avoir la réponse. Alors, c'est joli, l'éternel fiancé et l'âme sœur. À vrai dire, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je pense qu'on n'a pas un éternel fiancé, ni une âme sœur, mais on en a plusieurs. Voilà ce que je pense sincèrement de mon expérience, c'est que c'est ce qui fait aussi la joie d'être en vie. C'est qu'on a l'impression que la vie, c'est une trajectoire rectiligne
Voilà, on va d'un point à un autre. Et puis, c'est une fois seulement. On ne va pas avoir la chance de recommencer. En tout cas, ce n'est pas certain. Donc, ça paraît un petit peu austère. Mais en vérité, pendant cette expérience, puisque pour moi, la vie, c'est vraiment comme la grande expérience. Tout peut arriver. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que justement, au cours d'une vie, on a l'occasion de se trouver plusieurs âmes sœurs, plusieurs fiancés, des personnes avec qui on croise seulement un regard, des personnes avec qui on a une conversation un soir et qu'on ne reverra jamais, des personnes dont on aperçoit la silhouette et qui est juste familière, mais que ça crée une sorte de fraternité, une chose magique comme ça. Et puis à part, bien sûr, des vrais fiancés et des vrais amis, et c'est l'amitié, une chose qui est fondamentale dans une existence. Et c'est peut-être un des plus grands piliers, la chose sur laquelle on peut le mieux s'appuyer. C'est quelque chose qui aussi évolue avec le temps, avec les âges. Et quand on est enfant, dès qu'on est enfant, on a déjà son meilleur ami, sa meilleure amie, ou alors triste parce qu'on n'a pas d'amis. Et on croit que ça va ça. Mais quand on est adulte aussi, ça continue. On se dit, ah, ma meilleure amie, ah, je me suis disputée, ah. Et c'est ces sentiments-là qui sont parfois douloureux, mais qui sont aussi assez joyeux, font que même si on n'a qu'une seule vie, c'est comme si on en avait plein. Parce qu'on a la vie avec truc, la vie avec bidule, la vie avec machin, et puis toutes ces vies qu'on peut s'imaginer. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas juste une âme sœur, juste un éternel fiancé, je crois qu'on en a plusieurs. Merci beaucoup Agnès pour cette bonne nouvelle dont nous avons la possibilité d'avoir plusieurs fiancés. C'est toujours très réjouissant de l'entendre. On va donner la parole à quelqu'un qui va lire la question de Giorgia Corbelli de Lombardie, de l'Institut Primo Levi. Bonjour. L'Éternel fiancé est aussi un livre sur la mémoire, l'oubli, le deuil, surtout le deuil de l'enfance. Finalement, après avoir tiré les fils de sa vie, n'est-ce pas sur les retours à cette lande vierge de l'enfance, la seule période d'éternité de notre existence, que s'éclore la recherche de soi de la protagoniste? Merci, c'est très très joliment formulé. L'enfance comme un moment éternel, alors que justement c'est ce qui finit en premier pratiquement, mais qui reste quand même dans nos mémoires et dans nos vies. C'est toute la dernière partie du livre dans lequel la narratrice retourne dans la maison de son enfance et a l'impression qu'elle y est encore. Elle, enfant, continue d'être enfant dans la maison de son enfance. C'est vrai que la mémoire occupe une place très importante dans ce roman. Et moi, je n'ai pas du tout de mémoire. Enfin, j'en ai très peu. Et ça pourrait être inquiétant. Il m'arrive même de... vous voyez, par exemple, je ne me souvenais plus que mon personnage principal n'avait pas de prénom. C'est quand même assez colossal comme absence de mémoire. Et en même temps, cette absence de mémoire est un atout pour écrire parce que, comment dire, en tant qu'écrivain, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui écrivent, peut-être. Peut-être qu'il y a des écrivains dans cette salle ou des futurs écrivains. Mais en tout cas, si je peux leur dire une chose, c'est que la principale activité d'un écrivain, c'est d'écouter et de regarder. Ça, c'est 95% du travail. Et 5%, c'est d'écrire. Parce que quand on écoute et qu'on regarde, on absorbe le monde. Et on le comprend ou on ne le comprend pas. Parfois, c'est même plus souvent avec ce qu'on ne comprend pas qu'on écrit des jolies choses. Et le fait que je n'ai pas de mémoire, ça me permet d'utiliser tout ce que je vois et tout ce que j'entends sans jamais piller qui que ce soit. C'est-à-dire que moi, les gens me racontent beaucoup leur vie. J'aime beaucoup poser des questions, on me raconte des histoires. Et puis après, je les raconte à ma manière parce que j'avais complètement oublié ce qu'on m'avait raconté. Et c'est pas parce que je m'y intéresse pas, parce que sur le moment, je m'intéresse vraiment. Mais c'est comme si c'était un outil déréglé dans mon cerveau qui faisait que ça se transforme. Et donc, le fait d'utiliser ça comme thème au centre d'un livre, la mémoire, le temps et le rapport qu'on a
à tout ça, c'était quelque chose d'assez périlleux. Et je me souviens que dans la dernière partie, je l'ai écrite dans un état très particulier. Quand j'essayais de me mettre à la place du chef d'orchestre qui a perdu la mémoire et de comprendre ce que ça faisait de ne pas en avoir, moi qui n'en ai pas, mais de ne pas en avoir du tout, c'est encore une autre histoire. Et j'avais l'impression qu'à un moment, après avoir exploré ce qui se passait dans la tête de ce personnage qui avait perdu la mémoire, j'ai eu l'impression de vraiment découvrir à quel point c'était précieux, et la mémoire. Et j'aime avoir en moi cet objet précieux, un peu cassé, mais précieux quand même. Merci beaucoup. Une question de Martina Lelli de San Benedetto del Trento, qui va être lue par, présentez-vous si vous voulez bien. Bonjour à tous. Quelle a été la principale source d'inspiration pour l'écriture de ces romans et quel est le personnage de l'histoire qui vous représente le plus? Mes livres arrivent toujours à moi de façon très étrange. C'est un peu comme s'ils me tombaient dessus du plafond. Je ne m'attends jamais à raconter ce que je vais raconter. Par exemple, un jour, j'ai écrit un livre qui s'appelait Une partie de chasse sur des chasseurs. Je ne suis jamais allée à la chasse. Je ne sais même pas me servir de rien d'ailleurs. Je ne sais même pas ce que c'est une carabine. Je n'y connais rien. Les chiens de chasse, je ne connais pas. Mais j'ai écrit un roman entier là-dessus, juste parce qu'un jour, ça m'est tombé dessus. Ah, tiens, c'était ça le roman. Alors, je suis un peu l'esclave des sujets qui surgissent. Et là, ce qui a surgi, c'était un tout petit motif. C'était presque rien pour ce livre. Je voyais juste des bras d'un jeune homme, des bras assez maigres et juvéniles. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces bras? Et puis, je voyais qu'il y avait une femme moins jeune qui était dans les bras. Et je me suis dit, mais... Et cette image revenait. Et au bout d'un moment, comme ça fait quand même plus d'une trentaine d'années que je fais le métier d'écrivain, je reconnais quand une idée est un livre. Parce que je suis sans cesse traversée par des idées. Je suis très distraite et très rêveuse. Donc j'ai sans cesse des idées qui se baladent dans ma tête. Mais ce n'est pas tout le temps des livres, heureusement. Mais de temps en temps, il y en a une, je la vois comme ça et je dis « Oh, c'est un livre ». Je les reconnais. Et là, quand j'ai vu ses bras et ses corps, je me suis dit « Oh, c'est un livre, c'est le prochain livre ». Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette histoire? Et en fait, la plupart du temps, j'écris pour comprendre ce que c'était ce livre que je devais écrire. C'est comme, j'écris en fait comme vous lisez. J'écris pour savoir ce qui va se passer, parce que je ne le sais pas à l'avance. Et quant au personnage qui me représente le plus dans c'est très difficile de savoir qui est... qui est moi, s'il y a moi en tout cas dans ce livre, parce que moi j'ai plutôt l'impression que je suis éparpillée un peu partout. Je peux être aussi bien chez le professeur de musique, que chez Étienne, que chez le bébé, que chez l'arrière-grand-mère, chez la petite fille. Je suis un peu partout et un peu nulle part. Par exemple, je ne me sens pas du tout spécialement proche de la narratrice, même si elle dit « je ». Et même si je la fais aller dans des endroits que moi je connais très bien, je ne sais pas si je me sens particulièrement proche, par exemple. Et de toute façon, dans ma vie, à chaque fois que j'ai essayé plus j'utilise du matériau personnel, des souvenirs personnels, moins le livre me ressemble. Plus je parle de choses très différentes de moi, plus ça me ressemble à la fin. Donc ça aussi, c'est une drôle de transformation. Merci beaucoup. Comme il nous reste encore un petit peu de temps, on va prendre des questions supplémentaires. Donc une question de Gaia Paladino de Foggia dans les Pouilles, du Liceo Carolina Poerio, qui sera lue par un élève volontaire. Il n'y a pas de volontaire pour poser les questions ?
Bonjour. Je voudrais poser la question de mademoiselle. Madame Descar, elle voudrait savoir comment est-ce que vous êtes tombée sur l'idée d'écrire ce livre et pourquoi. Merci. Mais, je viens peut-être un petit peu de le dire, mais je peux le redire autrement. Comme j'ai expliqué, je ne choisis pas vraiment ce que j'écris. Peut-être une chose que j'ai choisie dans ce livre, c'était la musique. C'était de parler de la musique et de faire le parallèle entre la musique où on peut toujours reprendre, si on n'a pas très bien réussi, on peut reprendre au début et recommencer, répéter, 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 à la fin c'est bien. Et c'est exactement le contraire de la vie, dans laquelle si vous avez raté quelque chose, vous ne pouvez pas reprendre pour refaire mieux. Et donc ça m'intéressait beaucoup de mettre les deux en parallèle et de me demander, tiens, qu'est-ce qui pourrait correspondre dans la vie réelle à ce qu'on fait en musique? Est-ce que, par exemple, on apprend de ses erreurs? Est-ce que, parce que je me suis rendu compte au bout de 14 fois où je me mettais en colère que ça servait à rien, est-ce que la 15e fois, je ne vais pas me mettre en colère, par exemple? Peut-être que c'est ça, répéter dans la vie et faire mieux. Mais il y a une phrase de Samuel Beckett, qui est un très grand écrivain anglais et français, et il parlait, je crois qu'il utilisait cette phrase pour parler de la traduction, mais on peut l'utiliser pour parler de la vie. Et moi, il se trouve que la traduction est mon deuxième métier. Je traduis de l'anglais vers le français. Et j'aime beaucoup cette phrase, donc je vous la confie. C'était « essaye, échoue, essaye encore, échoue mieux ». Je ne sais pas si vous comprenez, parce que le verbe « échouer » n'est pas très fréquent. Je sais pas, on peut peut-être la traduire. Sarebbe prova, sbaglia ancora. Échoue mieux. Sbaglia meglio. Alors, je voudrais un ou une volontaire, s'il vous plaît. Et donc, Nicolas, tu as la liste des questions pour la faire circuler. Pour lire la question que j'ai annoncée tout à l'heure de Gaia Palladino de Foggia dans les Pouilles. Merci. Bonsoir. Le chemin de la protagoniste se heurte continuellement et accidentellement à celui d'Étienne, son éternel fiancé. Ce rencontre conditionne-t-elle en quelque sorte la vie et les choix de la protagoniste? Est-ce que les... Pardon, juste la dernière phrase. Est-ce que vous pouvez juste répéter la dernière phrase? Est-ce que les choix... Pardon? Conditionne-t-elle en quelque sorte la vie et les choix de la protagoniste? Alors, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que je n'ai pas, j'ai pas construit, disons, le roman comme ça en me disant que ça allait, que les rencontres allaient influencer le cours du destin. Ce sur quoi j'ai vraiment porté mon attention, c'était le fait de rencontrer quelqu'un à plusieurs moments de sa vie. D'abord dans l'enfance, puis à l'adolescence, puis à l'âge adulte, et de voir ce que la vie avait modifié chez chacun. Et en vérité, ce qui me frappait dans ces rencontres, je peux dire frappé parce que je les découvre pendant que je les écris, c'était que la protagoniste, comme vous l'appelez joliment, on voit qu'elle envie Étienne. Et Étienne, c'est quelqu'un qui a une vie tragique et avec énormément de chagrin. Et c'était ça que je trouvais, c'était ça, ce motif-là que je voulais mettre en valeur, c'était qu'on pouvait, à certains moments, envier une vie beaucoup plus dure que la sienne, ne serait-ce que parce que, comme elle est dure et tragique,
elle paraît plus importante, majestueuse. Il y a une majesté du chagrin, une majesté du deuil, une majesté de la tragédie. Alors que quand on est dans le quotidien, dans l'ordinaire, on peut se dire, bon, ben, voilà, c'est une petite vie où il ne se passe pas grand-chose. Et la tentation de faire entrer la tragédie dans son existence, c'est une tentation très humaine et qui est à l'œuvre dans beaucoup d'actes violents qui sont commis, je crois. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression, en regardant autour de moi, de voir pas mal de personnes se jeter dans la violence ou jeter d'autres personnes dans la violence parce qu'ils avaient envie d'action en vérité et qu'il se passe enfin quelque chose. Et ça m'a toujours effrayée. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne reste pas juste assis dans son jardin à regarder les fleurs? C'est très bien. C'est très bien. Le destin nous fait toujours, on peut toujours compter sur le destin pour organiser des tragédies à notre place. Ne les provoquons pas. Et c'est vrai que dans des périodes troublées comme celle qu'on vit en ce moment, avec des menaces de guerre, avec des discours extraordinairement barbares, agressifs, on a presque envie de dire, mais on peut se calmer un peu, on peut profiter de ce qu'on a là. C'est déjà bien, on peut juste profiter de ce qu'on a là. Et voilà, il y a plein de fois où en rêve, je vais voir Vladimir Poutine et je lui dis ça, et je lui caresse la tête. Merci Agnès, c'est une leçon de sagesse. Je crois qu'on a enfin un lecteur pour la question de Gaia Palladino de Foggia dans les Pouilles. Angelo, c'est le monsieur qui est là. Ah, très bien. Je ne le voyais pas. Oui, bonjour. Avez-vous déjà rencontré une personne éternelle dans votre vie? S'il s'agit d'un homme, l'amitié entre un homme et une femme est-elle possible même si l'une des deux initialement reste plus d'une amitié pour l'autre? Vous n'avez pas compris. Si, j'ai tout compris. Pourquoi vous pensez que je n'ai pas compris? Je crois avoir compris, bravo. Vous me direz si je n'ai pas compris. Il me semble que cette question tourne autour d'un éternel fiancé à moi et autour de l'amitié entre un homme et une femme et sa possibilité, surtout dans le cas où l'un des deux peut-être est amoureux de l'autre. Est-ce que c'est ce que j'ai bien compris? Donc vous vous êtes bien exprimé. Voilà, donc vous voyez. Et alors, je parlais de la mémoire tout à l'heure. Récemment, j'ai été invitée à faire une rencontre dans une ville française qui s'appelle Blois. Et on n'a pas pu le faire parce qu'il y avait le Covid, c'était en décembre, il y avait de nouveau une flambée de l'épidémie. Donc, la personne qui organisait cette rencontre m'a envoyé un questionnaire auquel j'ai répondu par écrit. Et une des questions qu'elle a posées, c'était, le début de votre question, est-ce que vous avez eu un éternel fiancé? Et moi, avant qu'elle me pose cette question, j'étais absolument sûre que non. Quand j'ai écrit le livre, je ne pensais pas du tout à quelqu'un en particulier. Vraiment, c'était pour moi une fiction totale. Mais quand mes yeux sont tombés sur la question formulée de manière aussi explicite, et puis elle me demandait, et après elle continuait la question, et si oui, comment s'appelait-il? Et au moment où j'ai vu la question, je me suis retrouvée, moi, dans ma classe d'école maternelle quand j'avais 4 ans, et je me suis souvenue qu'il y avait un petit garçon qui voulait se marier avec moi, et il avait la varicelle à ce moment-là. Vous voyez ce que c'est la varicelle, tous les boutons partout. Il était vraiment très très moche. Et il voulait se marier avec moi. Et moi j'ai dit non.
Et il a pleuré dans les bras de la maîtresse et il est devenu tout rouge. Il était encore plus moche qu'avant. Et donc j'ai dit vraiment non, quoi. La maîtresse a dit mais regarde, tu lui fais de la peine. Et j'ai dit non. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il y a une suite à cette histoire, mais je me suis rappelé vraiment en lisant ce questionnaire. C'est que 14 ans plus tard, on se promène dans la rue avec des copains et un des amis dit « Ah, là, regardez, c'est les fenêtres de... » et il donne le nom d'une personne. Et je dis « Ah bon ? Mais moi, j'étais à l'école avec lui quand on était petit. Et c'est ce garçon-là. » Et il me dit « Ah, tu veux qu'on monte lui dire bonjour ?» Je dis « Ben oui. » Et donc, on monte dire bonjour à mon fiancé de quand j'avais 4 ans, que j'avais jamais revu depuis. Et on arrive... Et moi, j'arrive comme une reine, comme l'éternelle fiancée. Et je lui dis, alors, tu te souviens de moi ? Il me fait, pas du tout. Et je lui dis, mais tu sais bien, la cour d'école, la maîtresse, etc. Il me fait, non. Donc, en fait, oui, il se trouve que j'ai eu... après, là, il ne s'est rien passé de plus, voilà. Mais c'est drôle, comme ce souvenir qui avait été comme mis de côté, il a été utilisé dans un livre sans que je m'en rende compte, et c'est seulement après que je m'en suis rendu compte. Donc c'est une drôle de chose. Et quant à l'amitié entre les hommes et les femmes, je la pratique. J'ai des amis hommes, peut-être qu'ils sont amoureux de moi, peut-être qu'il m'arrive d'être un peu amoureuse d'eux, mais si c'est juste un peu... c'est pas bien grave, ça se surmonte, ça se vit, ça met un peu de piment. Donc, et puis, il y en a aussi où on est amis et il n'y a rien, et c'est bien aussi. Donc, je pense que c'est possible. Je pense que ça va être même de plus en plus possible. Je crois que c'est quelque chose qui était moins possible dans un monde qui était très polarisé, avec d'un côté, les filles sont comme ça, de l'autre côté, les garçons sont comme ça, et c'est très différent et on n'a pas le droit de voguer d'un monde à l'autre et on vit dans des mondes séparés. À présent que les mondes, en tout cas dans certaines régions du globe, se fréquentent davantage, se respectent davantage et s'intéressent davantage les uns aux autres, je pense que cette amitié qui est extrêmement belle et qui peut être très généreuse a de beaux jours devant elle. De très belles paroles, très optimistes. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle qui n'auraient pas été prévues ? Est-ce qu'il y a des élèves qui ont envie de profiter de l'occasion unique d'avoir Agnès Desarts ici ? Une autre fois, merci. Je voudrais vous demander, d'un point de vue psychologique, j'ai aimé les personnages de Étienne et je voudrais vous demander comment est-ce que vous voyez Étienne ? Vous le voyez avec un regard, on peut dire, problématique, car il est un personnage un peu particulier ou pas ? Merci. Merci pour cette question. Ce qui est étrange avec Étienne, c'est que c'est vraiment le centre du livre, ça a été le point de départ. C'est vraiment de lui que tout est parti, mais ça demeure un personnage mystérieux, y compris pour moi. Je crois que la chose que je connais le plus de ce personnage, après l'avoir étudié et observé de près, c'est sa capacité d'observation qui est... je dis ça à plusieurs reprises, que c'est quelqu'un qui regarde, qui est lent parce qu'il regarde, il prend beaucoup de temps pour regarder, écouter et analyser. Et pour moi, ça, c'est une qualité très rare et très précieuse. Ensuite, je voudrais dire aussi que parmi les pages qui ont été les plus difficiles à écrire de toute ma vie, de tous les livres confondus, pour enfants, pour adultes, les traductions, tout ça, c'était les pages qui concernent Étienne où il parle, où c'est lui qui parle, et qui parle des moments où il est seul avec le bébé et où il y a la mort vient de frapper, et il raconte le récit qu'il fait de ce moment-là.
ça a été des pages, j'ai jamais autant réécrit des pages. Donc je pense que c'était aussi parce que ce personnage m'échappait, mais que je voulais absolument, respecter sa complexité, ne jamais le rendre plus simple ou caricatural. Et j'en profite pour revenir sur une question que vous ne posez pas, mais qui pourrait être la question voisine. Un jour, on m'a demandé si quand j'utilisais un personnage d'homme masculin, je travaillais avec des fact-checkers, c'est-à-dire pour demander à un garçon, est-ce que c'est vraiment comme ça que tu penses? Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu te sens? Et c'était une question qui m'avait étonnée énormément. Et j'avais dit que je ne pensais pas qu'on me poserait cette question à Tolstoï pour Anna Karénine ou à Flaubert pour Madame Bovary. J'avais l'impression que c'était une question typique qu'on pose à une femme qui prend un personnage d'homme, mais pas du tout à un homme qui prend un personnage de femme. Et je me souviens que j'avais répondu de manière qui avait été jugée très insolente, que comme j'écrivais beaucoup pour les enfants, il m'arrivait d'avoir des personnages d'animaux et que j'avais un ami cochon à qui je demandais « Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu te sens en tant que cochon ?» Donc, une des... voilà. Une des choses qu'on fait, je crois, quand on écrit, à force d'écrire, c'est que c'est vrai qu'on examine l'âme humaine. On passe beaucoup de temps à regarder ce qui se passe là-dedans. Et je pense qu'un des respects primordiaux qu'on doit avoir en tant qu'écrivain, c'est de ne pas justement créer des catégories ou les exagérer. C'est-à-dire de considérer vraiment qu'un personnage est tel qu'une personne, c'est-à-dire extrêmement complexe dans son identité. Et donc ne pas travailler avec des archétypes, mais mélanger toutes sortes d'éléments pour arriver à une description qui soit la plus fine et la plus respectueuse possible. Merci beaucoup Agnès, ça va? Très bien, merci, oui, très très bien. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Il y a une jeune fille là. Une autre là. Okay. Bonjour, je m'appelle Andra et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et pour cette occasion unique. Donc, mon rêve serait de devenir écrivain comme vous, et même si je sais qu'il est très difficile de se faire reconnaître et d'être apprécié. Donc, que recommanderez-vous à quelqu'un qui a cette aspiration? Est-ce que vous avez des conseils? Merci. Je suis très contente de faire ta connaissance et je t'encourage à garder cette idée fixe. Moi, quand j'avais ton âge, je voulais déjà être écrivain et tu ne peux pas imaginer combien de personnes j'ai rencontrées qui m'ont dit « Arrête, c'est pas la peine, n'y crois pas, ça sert à rien ». Je me souviens qu'il y avait un jour, il y avait des journalistes qui étaient venus dans notre classe et qui avaient demandé à des filles, bien sûr des filles, si quand elles seraient grandes, elles privilégieraient leur carrière ou leurs enfants. Alors j'avais dit, ben moi, comme je vais être écrivain, je ferai les deux. Je pourrais avoir les enfants et je serai à la maison parce que je serai écrivain. Et elles ont rigolé, les journalistes ont fait « Oh, quel rêve celle-là !» Et elles pensaient vraiment que c'était, elles m'ont dit, c'était presque, elles m'ont tourné en ridicule parce que j'avais l'air tellement sûre que ça allait arriver. Et après, même dans la suite, même quand je suis devenue adulte, je me souviens quand j'étais étudiante et que j'avais 22 ans, mon maître, qui était quelqu'un que je respectais énormément, avec qui j'ai fait mes recherches, ma thèse et tout ça, quand je disais que je voulais être écrivain, il me disait que c'était pas prudent, que c'était pas un bon choix, qu'il me voyait déjà à 40 ans avec mes enfants, toujours, on voit la fin avec les enfants, déprimée, sans argent, dans un petit appartement pourri, et que là, j'essaierais d'écrire et que j'y arriverais pas. Et je comprenais pas qu'est-ce que c'était que cette vision. Et il m'avait dit, alors que j'avais fait des études d'anglais, il m'avait dit, c'est pour ça que maintenant, il faudrait non seulement que une fois que tu as fait il faut maintenant que tu fasses en plus des études de médecine pour avoir un bon métier, et comme ça ira, etc.
Et ce qui est étrange, c'est que non, bon, je ne l'ai pas du tout écouté, je n'ai pas du tout fait des études de médecine. Et puis ce qui est marrant, c'est que ce monsieur-là, je l'ai perdu de vue, et maintenant il m'envoie des manuscrits parce qu'il voudrait devenir écrivain. Voilà. Donc ça, c'est la petite histoire. Donc on m'a toujours découragée. Personne ne m'a jamais encouragée. Mais j'y croyais et surtout j'écrivais parce que j'aimais écrire. Ça me faisait plaisir et c'est toujours comme ça aujourd'hui. J'écris parce qu'une journée dans laquelle j'écris pas n'est pas une très bonne journée. Je suis de moins bonne humeur, je suis fatiguée, etc. Il y a vraiment une source à laquelle je vais chercher. Si c'est le cas pour toi aussi, à ce moment-là, tu écriras quoi qu'il arrive. Et maintenant, pour ce qui est du conseil, c'est un conseil que je ne me suis pas, appliqué à moi-même très tôt, mais qui est un conseil important, c'est de lire. Mais j'avais pas compris, quand on me disait il faut lire, j'avais pas compris que c'était pas forcément lire beaucoup de choses. Parce que moi, il se trouvait que quand... j'avais du mal à te voir, mais j'aime bien te parler. Que quand j'avais votre âge, je lisais pas beaucoup. Je lisais pas plusieurs auteurs, mais il y avait certains que j'adorais et que je lisais et je relisais et relisais et relisais. Et cette familiarité qu'on peut avoir, alors peut-être que toi tu adores lire et que tu lis énormément, peut-être que tu lis pas tellement, j'en sais rien, mais trouver des compagnons qui sont des écrivains qui ont existé avant toi, c'est quelque chose de très très précieux. Et si tu aimes lire plein de livres, lis plein de livres. Si tu aimes lire peu de livres, lis-les et relis-les et essaye de comprendre comment on fait. Et moi, je sais qu'une chose que j'ai faite, et ça je l'ai faite consciemment, mais dès l'enfance, c'est imiter. C'est quelque chose qu'on me dit qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas copier, il faut être original, etc. Mais parfois, c'est en imitant, en commençant par imiter, qu'on comprend comment ça marche. C'est des choses qu'on fait en art plastique, en peinture, en dessin. On commence souvent par imiter. Mais en écriture aussi, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer. Et moi, je sais que je lisais, quand j'étais adolescente, j'avais du mal à lire des romans. Je lisais surtout de la poésie et du théâtre classique. Mais je lisais par exemple toujours le même livre de Arthur Rimbaud, toujours le même recueil de Arthur Rimbaud que je lisais. J'ai lu, je sais pas, 100 fois, 500 fois, j'en sais rien. Je lisais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et à force, il y a une façon de penser, des images, des réseaux d'images qui se créent. Et ça devient très, très, très bon. Un très bon matériau de construction pour après, ensuite, écrire soi-même. Donc voilà, c'est ça le conseil que je te donnerais, c'est de trouver des compagnons, des aînés qui sont derrière toi et qui vont t'aider à trouver ta route. Bonjour madame, bonjour. J'ai vraiment apprécié votre roman, donc félicitations. Ma question est la centralité de la musique dans votre roman et l'expression littéraire de la présence, disons, du tragique dans la vie des personnages, des difficultés dans la vie, ou c'est plutôt une forme de remède pour vos personnages? Merci. Merci beaucoup pour ta question et pour ta remarque, bien sûr. Alors, il faut que j'arrive à me souvenir, mais avec ma mémoire, ça ne va pas être facile, comment la musique est vraiment intervenue. Alors, elle a un double rôle. Parce qu'à la fois, il y a cette tension dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait qu'en musique, on peut recommencer, mais dans la vie, on ne peut pas recommencer. Ça pourrait être créer un agacement ou un regret. Et comme quand on met du sel sur une blessure. Mais en même temps, je n'ai pas vraiment cette impression-là, parce que la musique, d'une certaine manière, dans le livre et dans la vie, c'est ce qui fait le lien. C'est ce qui fait le lien entre tous les moments de la vie, puisqu'au départ de son existence, il joue le quatuor en mi bémol majeur de Fanny Mendelssohn.
Et ensuite, quand elle retrouve Étienne, elle pense à ce quatuor. Et c'est ça qui lui permet d'avoir le geste qu'elle a pour lui. Et puis, ils se retrouvent quand même autour de la musique. Étienne et Antonia sont amoureux dans la musique. Donc, la musique, aussi bien pour la narratrice et Étienne, mais pour Étienne et son grand amour, c'est un élément de lien. Et même jusqu'au chef d'orchestre, à la fin du livre, le chef d'orchestre amnésique, la seule chose qu'il puisse encore faire, c'est de la musique. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut pas avoir une conversation, il ne peut pas vivre avec les autres, mais il peut encore diriger, un orchestre. Donc, elle est plutôt, je dirais qu'elle a plutôt une vertu consolatrice. Maintenant, elle peut aussi, aider à aller à la crête des sentiments, vraiment au pointu des sentiments. Par exemple, je me souviens que pour une certaine scène, quand Étienne va chez son frère et il veut lui faire l'aveu de la vie qu'il mène, qui lui pèse tellement, il voudrait lui dire tous ses secrets. Et pour écrire, pour arriver à moi me mettre dans l'état de tension où était le personnage, j'ai beaucoup écouté le quatuor de Fanny Mendelssohn et en particulier la fin du premier mouvement, parce qu'il y avait cette énergie très tendue qui, moi, me mettait dans une espèce de transe où j'arrivais comme je dis, à la crête du sentiment, cet endroit où le sentiment est tranchant comme une lame. Donc la musique, elle m'a servi à moi en tant qu'auteur, pas à consoler, mais au contraire à creuser le tragique, alors que dans le livre, d'une certaine manière, elle a plutôt le rôle de lien et de consolation. Mais il arrive parfois, quand on a un grand chagrin, j'espère que ça ne vous est pas arrivé, mais peut-être que quand même à l'âge que vous avez déjà eu des chagrins, que quand on a du chagrin, il arrive qu'on ait envie d'écouter une musique très triste pour aller au bout du chagrin, pour pleurer, je sais pas comment dire, pour le vivre complètement jusqu'à en être purgé. On n'a pas forcément envie d'entendre une musique consolante quand on est triste. Parfois, au contraire, il faut que la musique aille dans le même sens. On va prendre 2 questions et puis après, ça sera la séance photo avec les 12 personnes qui ont posé les questions qui viendront ici poser avec Agnès Desartes et Monsieur Philippe Claudel également. S'il vous plaît, merci. Bonjour. Que signifie pour vous l'oubli que le roman s'efforce tant d'éviter? Pardon, est-ce que vous pouvez juste répéter la dernière partie? Que les romans s'efforcent tant d'éviter. Pardon. Oui. J'avais pas. C'est une question très poétique. Hein. C'est une question très poétique. Donc c'est pour ça que je me disais, je sais sûrement pas ça. Je peux pas avoir compris ça. C'est trop, comment dire, sophistiqué. Mais je vous sous-estimais, pardon. Oui, puisqu'on parlait de la mémoire. C'est une très grande question, ça. Parce que y a des moments dans ce livre qui sont des moments qui sont pas très contrôlés, enfin, tout m'échappe beaucoup quand j'écris, mais peut-être à ce moment-là encore plus, où je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont lu, il est question des mères. La mère de la narratrice, la mère d'Antonia et les mères en général, et les mères qui se sont pas exprimées, qui n'ont pas et à la fin du livre aussi, il est question de ça, des femmes à qui on n'a jamais demandé comment ça va, parce que c'était pas une question qu'on posait à une certaine époque. Maintenant, on dit tout le temps comment ça va, et on répond d'ailleurs pas toujours la vérité. Mais et par exemple, je sais que moi, il me semble écrire beaucoup à partir de
ces femmes oubliées ou qui sont effacées, qui ne se sont pas manifestées, qui ne se sont pas exprimées, qui ont été soit brimées, soit qui n'ont pas eu l'occasion de parler. Donc, l'oubli de ces femmes-là pourrait être évité par le roman en général. Et aussi, moi, mon rapport à l'histoire avec un grand H, comme on dit, il passe beaucoup par le roman. Alors que pour certaines personnes, le roman, c'est faux, donc c'est l'ennemi de la scientificité qu'on exige de l'histoire. Et pour moi, le roman et l'histoire comme science humaine, ils vont main dans la main, et l'un fait le travail que l'autre ne peut pas faire. Il me semble que pour éviter d'oublier certains événements, et en particulier les événements les plus traumatisants que l'humanité a eu à vivre, le roman est peut-être un des seuls, en tout cas un vecteur tout à fait nécessaire. Bonjour, je voudrais poser cette question pour vous. Donc, vous êtes-vous inspiré de personnes réelles pour le choix de personnages? Merci. Alors, je m'inspire, il y a toujours un mélange de personnages réels et de personnages inventés, mais même les personnages inventés, souvent, ils ont un petit morceau de celui-ci, un petit morceau de celle-là. J'emprunte à des gens que je connais ou que je connais plus ou moins bien pour fabriquer des personnages. Parfois, j'utilise une plus grande proportion d'un personnage réel. Par exemple, dans ce roman, L'Éternel fiancé, elle a un meilleur ami qui s'appelle Vincent. Il ressemble beaucoup à mon meilleur ami quand j'étais en 4e ou 3e, par exemple. Lui, il est peut-être à 80% de réalité, et puis j'ai ajouté d'autres choses qui ne lui correspondent pas. Il y a aussi des personnages qui sont réels, mais que je n'ai pas connus. Par exemple, le professeur de violon, qui s'appelle Zoraya Bernashti, elle est inspirée par la prof de piano de mon frère aîné, mais que je n'ai jamais rencontrée. Mais elle est quand même inspirée par elle. Le personnage qui est presque à 100%, c'est le professeur de musique qui est chef d'orchestre, Marlène Siamois. Et je remercie d'ailleurs à la fin, parce que j'ai fait un jeu de mots sur son nom, parce qu'en fait, mon professeur à moi s'appelait Annick Chartreux. Et Chartreux, Siamois et Chartreux, c'est deux espèces de chats en français. Donc, mais je lui rends hommage par ce livre, parce qu'elle a été quelqu'un d'extrêmement important dans ma vie et dans la vie de beaucoup de personnes que je connais, de beaucoup de personnes qui sont devenues des musiciens professionnels. Et donc, elle, c'est peut-être le personnage qui est, de tout le livre, c'est peut-être elle qui est à 100%. Une toute dernière question avant la séance photo. Toujours les mêmes? Il n'y a pas d'autres volontaires? Quelqu'un de différent, Angelo? Oui. Merci. Lei l'ha fatta prima? Ne ha fatta una? Allora può uscire dalla fila? Scusate. Magari ne facciamo due veloci. Scusate. Voilà, on a fait quatre. Ah, ok. Et ma question concerne toujours la musique, parce que je me suis aperçue que, enfin, le livre, la structure générale rassemble un peu à celle d'une chanson, parce qu'il y a les rencontres fréquentes comme un refrain et puis les vicissitudes comme une strophe. Donc, est-ce que c'est une idée, le but de la structure, ou c'est, je ne sais pas, mon idée que mon idée? C'est très, très, très juste. Je te remercie beaucoup pour cette observation et pour cette question. La musique m'a énormément guidée pour l'écriture de ce livre, et je pense que si j'avais pas pu m'appuyer sur la musique, j'aurais pas pu l'écrire, parce qu'il était trop compliqué pour moi.
Et il y a effectivement, comme tu le dis très bien, l'idée de strophes et de refrains, de choses qui reviennent de manière cyclique. Il y a aussi l'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mouvements rapides et mouvements lents, ou de passage de majeur en mineur, si on se réfère plus à de la musique savante. Mais c'est vrai que c'est tout à fait aucun de mes autres livres n'est fait comme ça. C'est vraiment spécifique à ce livre-là, l'influence de la musique. Et je voulais dire une autre petite chose là-dessus. Ah oui, c'est que j'écris beaucoup de chansons moi-même. Donc, même si c'est un roman, c'est long, et une chanson, c'est très court, je pense que la pratique de l'écriture de chansons, qui est quelque chose que j'adore faire, et que je fais de plus en plus, sans doute intervient maintenant dans le reste de mon écriture. Et ça, c'est une chose de toute façon qui est assez générale dans ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de métiers à la fois. J'écris pour les enfants, j'écris pour le théâtre, j'écris des chansons, j'écris pour des opéras, j'écris des romans. Et en fait, au départ, toutes ces choses-là étaient éloignées, pas très éloignées, mais enfin, elles étaient séparées. Et plus ça va, plus elles se rassemblent. Et donc, c'est peut-être pour ça que c'est ce que tu as senti entre la chanson et le roman est arrivé maintenant. Merci beaucoup. Avant de passer à la séance photo, je tiens à renouveler mes remerciements à tous les élèves qui sont là. Certains sont venus de très loin. À ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui ont néanmoins formulé leurs questions, qui ont été lues par leurs camarades. Merci, un grand bravo, félicitations à tous et à vos professeurs pour ce travail remarquable. Je voudrais également remercier l'équipe de l'Institut français italien qui a été d'un appui magnifique et qui vraiment nous a aidés dans toute la logistique et le montage de cet événement. Je ne citerai pas les noms, mais merci à vous tous, vous vous reconnaîtrez. Je voudrais bien sûr remercier Madame Agnès Desartes qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'être ici et de répondre à toutes vos questions et vraiment avec une grande disponibilité. Je pense qu'elle aurait continué, mais nous sommes obligés de quitter la salle. Je remercie également Monsieur le secrétaire général de l'Académie Goncourt, Philippe Claudel. Je remercie évidemment notre ambassadeur de France ici en Italie, toujours très disposé, très disponible pour tous nos événements, et également Madame Claire Thiaudet, conseillère culturelle de notre ambassade. Merci beaucoup à tous. Maintenant, des applaudissements. Et je vais demander à Nicolas de faire descendre les 12 élèves qui avaient été choisis donc, pour les questions, pour qu'ils puissent poser pour une photo souvenir aux côtés de Madame Desartes et de Monsieur Claudel. Merci beaucoup à tous et à très bientôt, à l'année prochaine en tout cas.